Salut à tous et bienvenue sur cette série consacrée à nos talents émergents et futurs gestionnaires de portefeuille. Alors, vous connaissez la musique, on n'oublie pas de s'abonner et d'activer la cloche pour suivre les prochaines actualités. 49% de rendement contre 8% de drawdown historique, 382 000 euros d'actifs courants et près de 600 000 euros gérés au fil de l'eau via le programme d'allocation de capital Darwinia. Aujourd'hui, nous avons le plaisir d'accueillir Guillaume, le trader derrière le Darwin CGUT, qui nous en dira un peu plus sur lui, bien entendu, mais aussi et surtout sur sa stratégie que vous vous en doutez, nous avons pris soin de décortiquer. Et c'est maintenant sur Darwin X0. Salut Guillaume, merci à toi de nous faire l'honneur de nous joindre sur cette série de vidéos interviews et de te faire en quelque sorte, je dirais, le bêta-testeur, puisque tu es le premier, le premier à intervenir sur cette série et qui aura donc pour objectif déjà dans un premier temps de mettre en lumière, je dirais, les résultats des traders talentueux qui sont sur la plateforme et pour ceux qui nous regardent, évidemment, de pouvoir se projeter et notamment à travers les différents objectifs et notamment les deux principaux objectifs quand on veut se lancer dans le trading en termes professionnels via la gestion d'actifs, qui sont déjà la première année de track record, chose qui est accomplie aujourd'hui. Deuxième objectif, je dirais, qui est un petit peu le palier, qui est le premier million en termes d'actifs sous gestion, avant de pouvoir décoller réellement et pouvoir générer des revenus réguliers, significatifs et pouvoir faire vraiment de son activité de trading quelque chose de lucratif et un réel business, un réel métier. Donc, je te remercie encore une fois et donc je vais te laisser sans plus attendre la parole. Est-ce que tu peux déjà te présenter? Quel âge tu as? Est-ce que tu as un background en finance ou pas du tout? Notamment, tu as l'air plutôt jeune, donc c'est plutôt, je dirais, inspirant pour tous les traders qui nous rejoignent aujourd'hui et qui ont une moyenne d'âge plutôt basse, hein, je dirais entre 20 et 30 ans, tu vois. Donc, quel âge tu as? Est-ce que tu as un background spécifique en finance ou pas du tout? Et comment finalement tu t'es dit que tu allais te lancer sur les marchés financiers? Qu'est-ce qui t'a fait le déclic pour passer au trading, tout simplement? Et quels étaient initialement, alors je sais, ça fait beaucoup, mais n'hésite pas à me le rappeler, les questions. Quels étaient tes objectifs à la base? Est-ce que c'était par passion, entre guillemets, tu sais, de la finance, des mathématiques, ou est-ce que tu avais l'intention de générer des revenus complémentaires ou réellement, dès le départ, d'en faire ton métier, tu vois? Donc, voilà, déjà, est-ce que tu peux te présenter un petit peu de cette manière? N'hésite pas à me rappeler s'il y a des questions qui t'échappent. Je te laisse la parole. Merci pour l'invitation, Nicolas. Donc moi, je m'appelle Guillaume, j'ai 26 ans, alors 27 ans très bientôt. En termes de background dans la finance, j'en ai pas du tout. À la base, je suis dans le milieu sportif, heu, donc coach sportif privé. J'ai une entreprise jusqu'à mes 22 ans dans ce domaine-là et après, entre-temps, j'ai découvert les marchés financiers. À l'âge de 19-20 ans, j'ai découvert les marchés financiers et au début, c'était un peu, on va dire, pour rigoler quoi, par curiosité, et après en fait, dès que j'ai commencé à gagner juste quelques petits euros par-ci, quelques petits euros par-là, j'ai vraiment poussé la chose, j'ai essayé d'étudier la chose en profondeur. Mais si on peut gagner 1 euro, peut-être qu'on peut gagner plus et donc depuis maintenant 8 ans, j'ai creusé, creusé, j'en apprends encore aujourd'hui. Mais je creuse, je creuse, je creuse, je creuse et aujourd'hui, entre la gestion propre firme et la gestion de mes finances personnelles, ce sont 2 choses bien différentes. Heu, oui, aujourd'hui, j'en vis,
raisonnablement, convenablement. Je suis pas multimillionnaire, mais ça remplace largement un emploi traditionnel. D'accord, donc à la base, il y a quand même une notion, je dirais, de performance quelque part, parce que toi, tu es coach sportif à la base. Oui. Donc OK, donc c'est bien aussi, tu vois, c'est l'intérêt de ces interviews aussi, c'est est-ce qu'on peut finalement déterminer ou pas, voir un certain profil, des personnes qui réussissent, sur les marchés financiers. Alors peut-être que c'est hétéroclite ou pas, on verra à travers, les interviews. Moi, personnellement, j'ai déjà ma petite idée, parce que ça fait un petit moment que je suis sur les marchés, mais c'est bien, c'est par l'exemple, de pouvoir voir si, notamment, il y a des, patterns, tu vois, des récurrences, à travers les profils de gens qui réussissent. Et donc toi, en l'occurrence, tu as commencé par le sport. Aujourd'hui, tu fais toujours ou pas du tout? Alors oui, je suis toujours dans le milieu associatif, dans la banlieue lyonnaise. Je suis coach de boxe, dans un club pas loin de chez moi. Mais on va dire, c'est plus, c'est avant, c'était à but lucratif, vraiment. C'est ça que je bossais les week-ends, du lundi au vendredi, je pouvais faire 5 6 coachings par jour. J'essaie de gagner ma vie avec ça. Mais là, c'est parce qu'en avant d'être coach sportif, en fait, je faisais beaucoup de kickboxing et que je pratique encore toujours. Donc, c'est grâce à cet entraîneur, Raphaël Juland, si tu vois cette vidéo, qui m'a, donné, on va dire, beaucoup de valeurs, beaucoup de principes sur en termes de discipline, d'entraînement, dit, hem, ne rien lâcher, ne pas avoir peur de l'adversaire, donc ne pas avoir peur des marchés, on peut faire un petit parallèle. Il m'a transmis plein de choses et aujourd'hui, en fait, vu j'essaye de lui rendre l'appareil en étant coach, là-bas, donc les mercredis, vendredis, tranquille. D'accord, et juste, petit aparté, heu, tu faisais de la compétition Ah aussi? oui, 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 j'ai fait de la compétition dès l'âge de 14 ans. Donc j'ai commencé par, des petits interclubs, par-ci par-là et au bout de 6 mois, mon entraîneur, il m'a envoyé en championnat régional à Porte-les-Valences. Après, championnat national, 6 mois après. Les 2 ont été victorieux. Donc, et après mon entraîneur, il m'a directement envoyé à un tournoi mondial, le premier en Espagne, voilà, Benidorm. Et après, ce même tournoi, je l'ai refait 2 ou 3 fois. Ça commence à c'est depuis 10 ans maintenant. Je l'ai refait 2 ou 3 fois en Italie et après je suis rentré, dans le milieu professionnel du kickboxing, juste avant le covid et heu et après, bah, le covid a coupé tout ça, il y avait plus d'événements, il y a plus de soirées boxe, il y avait plein de combats de prévus, cette année 2019-2020 et tout a été annulé donc du coup, j'ai réfléchi à À des septembre. alternatives? Voilà, exactement, ouais. Ouais, 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 ouais. OK, donc il y a réellement une notion de performance puisque toi, en fait, tu es un combattant, réel, en fait, hein, puisque tu fais de la compétition. Donc c'est assez intéressant de de voir cet aspect qu'on retrouve, en fait, assez souvent, je dirais pas tout le temps, mais assez souvent, chez les traders, ben, qui construisent quelque chose sur la durée, c'est, cette notion à la fois de performance et de dévotion, tu vois? Et de résistance à travers, le temps et à travers les échecs ou les drawdowns, pour, parler, plus, stratégie. OK, OK, donc c'est super intéressant. Et donc, tu as commencé à l'âge de 19 ans, tu me disais tout à l'heure? Le trading, Ouais, 19 hem, ans, j'ai découvert les marchés OK. à l'âge de Et 18. tu t'es mis un petit peu à être sérieux à partir du covid, en gros? Ouais, le covid, ça m'a vraiment invité. Alors, on a tous vu, ceux qui étaient dans les marchés à ce moment-là, on a tous vu ce grand crash, du S&P 500 et heu et on a vu aussi ce changement d'environnement, autour de nous et plus personne travaillait. Enfin, moi, en tout cas, en tant que sportif, c'était plus Ah rien. oui. Heu, on était tous à la maison et donc du coup, ça m'a invité à me poser des questions sur: «Qu'est-ce qui se passe, en fait? Concrètement, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi? Pourquoi? Qu'est-ce qui se passe?»
Et donc après, j'ai creusé un peu. Au début, j'étais sur le marché des crypto-monnaies. C'est ça, c'est un pote à moi, il m'a parlé du Bitcoin un jour. Je suis tiens, je vais Et voir. ça, c'était dans les années 2020 ou un peu avant? 2019, ouais, 2019. Voilà. Au début, moi, je connaissais pas la bourse. Genre, déjà, les 4 piliers. Euh, j'ai commencé par la crypto-monnaie. Et vraiment, très peu de temps après, j'ai découvert le Forex, d'autres instruments. Mais à la base, ouais, c'est la crypto, moi, c'est un pote à moi qui m'en a parlé. Je vais aller voir. Et tu as investi dedans Oui, à cette époque? oui. Bon, Ok. c'était pas des, si on peut parler somme, je sais pas si on peut parler somme Écoute, c'est ta vie privée. Si tu veux en parler, tu peux en parler. Il n'y a pas de problème. ah, me dire parce que beaucoup pensent que oui, t'as investi dans le Bitcoin, tu deviens millionnaire. Mais c'est comme le trading, en fait, c'est un rendement sur capital, quoi. Donc, à la base, j'avais pas l'épargne que j'ai actuelle, mais déjà à cette époque, j'avais fait 2 fois 8 000 euros et après, j'allais renvoyer 3 000 euros en 2020, milieu de cycle 2020, milieu d'année 2020. Donc, et donc quand j'ai commencé à faire ces premiers euros, je suis attends, mais euh, et si on creusait la chose, quoi. Ouais. D'ailleurs, il y a énormément de traders qui ont commencé, jeunes traders qui ont commencé. Moi, je l'ai vu sur les réseaux sociaux, sur Twitter. Je veux dire, l'activité, elle est devenue complètement folle depuis le bull run sur les cryptos à cette époque. C'est devenu, et puis en plus, il y avait la trend de NFT, etc. Donc, c'était vraiment une explosion sur les réseaux sociaux. Et il y a énormément de traders qui, qui tradent aujourd'hui, qui ont fait soit des prop firms, qui sont sur Darwinex, etc. En fait, ils ont commencé à cette époque-là. Ils ont connu le trading via en fait les crypto-monnaies. Ce qui d'ailleurs, entre nous, euh, reflète quelque part le comportement qui veut que les mecs ils essayent d'aller chercher 50, 50% par mois au lieu d'aller les chercher 50% par an, tu vois, puisqu'ils sont habitués, ils sont rentrés dans le marché avec avec les cryptos. Et d'accord, donc je comprends un petit peu la logique. Et donc, du coup, après, tu t'es dit, il y a quelque chose à faire, il faut creuser le sujet et s'y mettre un petit peu sérieusement. Et à partir de là, moi, ce que j'ai pu noter sur ton track record, c'est que tu traites beaucoup de S&P et d'actions US. Oui. Donc, qu'est-ce qu'a fait la transition, en fait, des cryptos, où tu as commencé à faire tes premiers gains en compte propre, vers les marchés US? Alors, ce qui a fait que je me suis intéressé à la trade fee, à la finance traditionnelle, c'est, par exemple, comprendre réellement le marché des crypto-monnaies. Parce qu'aujourd'hui, pour comprendre le marché des crypto-monnaies, il faut comprendre la finance traditionnelle. Les deux vont de pair. Donc, au début, j'ai commencé dans le Forex. Très mauvaise expérience, je préfère le dire. Au dollar, même des paires exotiques. Et après, je me suis intéressé à tous les paliers, donc commodities, indices actions. Et après, de fil en aiguille, là où je me sentais vraiment le plus à l'aise, ça a été sur le marché des indices, des actions. Je sais pas aussi. Il y a une raison à cela, ou est-ce que c'est parce que, par exemple, si je regarde ton track record, je peux voir ici que tu as, alors je sais plus, je crois que c'est ici, tu as à peu près 80% des trades, voire même un peu plus, qui sont 87% de trades gagnants, mais avec une exposition longue à 97%. Donc, 97% de tes positions, ils sont orientés long sur le marché, ce qui est évidemment la bonne logique, tu vois, ces dernières années. Et ce qui est intéressant de voir, et ça on le verra un petit peu après, c'est que finalement le S&P aujourd'hui, depuis la période où toi tu as commencé ton track record, c'est-à-dire il y a à peu près un an, le marché aujourd'hui il est à plus 15,
à peu près, hein. Il est à plus 15 avec un drawdown à moins 20 à peu près, alors que ton track record, il fait 47% avec un drawdown de 7. Donc, c'est clair que même avec une exposition longue à 97%, en réalité, tu bats le marché et en plus, tu prends pas les drawdowns. Donc ça, c'est quand même intéressant de le noter, mais on reviendra un petit peu sur ça juste après. Et donc, il n'y a pas de, il y a pas de logique statistique ou de data derrière. En fait, toi, tu es allé sur les actions US parce que c'est ce qui te semblait tout simplement le plus pertinent, en fait, initialement, c'est ça? Oui. Pour faire un petit parallèle avec le kickboxing, c'est que contrairement à ce qu'on peut croire, la boxe, c'est pas un sport de bourrin, c'est une, euh, une lecture psychologique de ton adversaire. Tu vas toujours l'inviter à faire des erreurs et à exploiter cette erreur. Et les marchés financiers, c'est exactement pareil. C'est deux adversaires, les offreurs et les demandeurs, donc des acheteurs et des vendeurs. Et les deux, ils se bagarrent tout le temps. Maintenant, la question, c'est qui gagne sur le long terme? Bon, je pense que tous ceux qui regardent ce live ils sont ces acheteurs. Et donc, il faut toujours se mettre du côté des gagnants. D'où l'exposition longue à 98%. Voilà, donc je ne fais pas de vente à découvert, par exemple. Je m'engage pas D'accord. sur. Pourquoi les actions? Pourquoi les indices? C'est qu'en fait, si je fais toujours ce parallèle, pour pouvoir provoquer l'erreur de ton adversaire sur les marchés ou dans le sport, parce qu'il y a d'autres sports, c'est pareil, il faut d'abord prévoir qu'il va faire l'erreur. Il faut après savoir l'exploiter. Donc, si on revient dans le monde du trading, ça, c'est les statistiques qui vont te les donner, ces données. Les statistiques et le sentiment de marché. C'est les deux choses que je regarde tous les jours. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Donc, si on reste sur le premier statistique, après on reviendra sur le sentiment de marché, c'est les cycles. Aujourd'hui, les marchés, ils n'évoluent pas hasardeusement sur le long terme. À court terme, il y a du bruit de marché, il y a 90% de bruit de marché, mais sur le long terme, ils n'évoluent pas hasardeusement. Il y a des cycles bien précis depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et donc aller contre ces cycles, c'est se jeter dans la gueule du loup pour moi. Ouais. Donc, on prend les statistiques à long terme, donc il y en a qui sont disponibles depuis la fin de la Seconde Guerre mondiale, et on regarde aussi le VIX. Je pense qu'il y a très peu de traders qui connaissent cet indice, alors qu'il est très important quand on trade le, le marché des actions, les indices, ou peu importe quel marché, en vrai, parce que tout est interconnecté, en fait. Quand on veut trader les indices actions, en fait, bah, faut comprendre qu'est-ce qu'une obligation, qu'est-ce qu'une devise, qu'est-ce qu'une commodities. Et en fait, tous sont imbriqués, tous fonctionnent ensemble. S'il y a les commodities qui montent, il y a peut-être une devise qui va baisser, et aussi les indices qui vont baisser, etc., etc. Donc, il faut avoir une vision d'ensemble. Et si on revient sur ce fameux VIX, on va dériver sur le sentiment de marché. Il faut savoir que les marchés financiers sont là, de mon point de vue, peut-être que je me trompe, mais sont là pour rendre le plus de gens malheureux possible. C'est une vérité. Les marchés sont là pour rendre le plus de gens malheureux possible. Donc à partir de ce moment-là, si ça c'est ancré, vous vous dites quand tout le monde gagne de l'argent, c'est que c'est pas bon. Vu que certaines statistiques à côté, on me dit, je sais plus, je crois 80 ou 90% des traders ne sont pas rentables. Je sais plus quelle est la statistique. C'est parce que justement, quand ils sont en train de gagner de l'argent, ils ne vendent pas. Ils ne s'intéressent pas au sentiment de marché. Il y a cette notion de prendre des profits aussi, qui est hyper important. Il ne faut pas tomber amoureux de ces actifs parce que justement, ces actifs sont là de base pour te rendre malheureux.
Et alors, excuse-moi, je me permets de rebondir là-dessus. Euh, je reprends ton track record et je vois que, par exemple, ton actif principal, hormis le S&P 500, c'est Nvidia. Il y a une raison particulière à ça Oui. ou c'est simplement justement parce que peut-être tu serais tombé amoureux d'un actif, tu vois? C'est pour ça que je me permets de rebondir là-dessus. Non, alors je suis pas du tout tombé amoureux d'NVIDIA. C'est juste que je regarde le contexte de marché. Aujourd'hui, si on investit aux États-Unis, on investit dans la tech. On investit dans une croissance schumpeterienne, une croissance disruptive. Et aujourd'hui, de mon point de vue, peut-être que j'ai faux, aujourd'hui, ce qui drive les marchés, c'est l'intelligence artificielle. Enfin, ce qui drive les marchés, ce qui drive le S&P 500, c'est l'intelligence artificielle. C'est Nvidia qui fournit des pelles à des entreprises pour que ces entreprises aillent creuser et développer des processus IA quelconques, que ce soit l'automobile, tout ce que vous voulez. Nvidia est un fournisseur de pelles et les autres vont creuser. Maintenant, ça c'est la première raison. Donc, qu'est-ce qui drive le marché depuis 2023 à peu près? L'IA. Et j'ai pas regardé le film Matrix, hein. Donc, la question après c'est qu'est-ce qui propose le plus de rendement par rapport à l'exposition? Aujourd'hui, c'est Nvidia. Peut-être, et j'en suis convaincu, dans moins de 5 ans, ils vont se faire disrupter. Il va y avoir, comme on a pu voir avec le cas DeepSeek, 6 personnes dans un garage qui vont produire la même chose pour 10 fois moins cher, sans Oui, fondre en cher. ça arrive de toute façon au cours de l'histoire, c'est arrivé des tas de fois où tu avais un leader sur le marché au départ, et puis derrière, finalement, c'est d'autres entreprises qui ont pris la relève et qui ont explosé. Et puis, finalement, le premier, le fer de lance, quasiment a disparu, en fait. Tu vois. Exactement. C'est tout le principe du capitalisme. Le plus dangereux pour une entreprise, c'est pas forcément le contexte géopolitique, économique, ça l'aime un petit peu. Le plus dangereux pour une entreprise, c'est la concurrence. Et aujourd'hui, Nvidia n'a pas de concurrent. À droite et à gauche, mais on a des années-lumière encore de Nvidia. Donc, c'est une position, en fait, purement, je dirais, fondamentale. Évidemment, j'imagine que quand tu prends les trades pour tes entrées en position, etc., il y a une certaine logique technique, mais depuis tout à l'heure, tout ce qu'on aborde, c'est plutôt des points fondamentaux des marchés financiers plutôt que des trend lines, ce genre de choses. Donc toi, tu es plutôt axé sur la data plutôt que sur la technique pure, indicateur, ce genre de choses en fait. Ah oui, de mon point de vue, je sais je connais des traders qui tradent absolument pas que la fondamentale et ça marche très bien pour eux. Mais de mon point de vue, comment je bosse, 95% du boulot, c'est de la recherche en fondamentale. Ensuite, même pas, 98. Et ensuite, je vais sur le graphique, comme tu dis, du price action, tout ça là, et je regarde, est-ce que c'est cher ou est-ce que c'est pas cher? Si c'est pas Par cher, rapport aux data, par rapport aux exact, data. par rapport aux data, exactement. Si c'est cher, j'y vais pas. Si c'est pas cher, j'y vais. Il y a vraiment l'analyse technique. Si tu travailles à long terme et que tu estimes que le temps euh, est beaucoup plus lucratif enfin, laisser des positions tourner, laisser le temps jouer en ta faveur est beaucoup plus lucratif que de scalper toute la journée. Et ça marche aussi. À partir de ce moment-là, tu es obligé de faire de l'étude fondamentale. Tu es obligé. C'est primordial. Oui, c'est clair. Oui, ça, c'est évident. Et du coup, en moyenne, tu vas garder tes trades combien de temps, par exemple? En moyenne,
Moyenne, non, évidemment. C'est très, très variable. C'est très, très variable. On va revenir sur le VIX. Le VIX, c'est mon indicateur du sentiment de marché. Je vais vous donner une petite statistique qui est pour moi très pertinente et que j'utilise tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est ce qui m'a permis de ne pas avoir le drawdown pendant avril. C'est le VIX. Le VIX, c'est un graphique plat. Donc, il n'y a pas de tendance. C'est une consolidation depuis 1990, sa création. Et il faut savoir que quand cet indice est bas, ça veut dire que tout le monde gagne de l'argent. Quand cet indice est haut, tout le monde perd de l'argent. Donc, quand il est bas, vous devez être hyper prudent. C'est pour ça que donner une moyenne de temps d'exposition, ça va toujours dépendre de cet indice. Si aujourd'hui, Ok. regarde là chez TradingView derrière, je regarde, il a 17,5 à l'heure où je parle. Ben, je suis très prudent. Je vais être très court-termiste. Je vais rentrer, sortir, rentrer, sortir, rentrer, sortir. Par exemple, là, on est lundi. Vendredi, le VIX était sur les 15,80. Je vais la donner après, la statistique. Le VIX était sur les 15,80. Je suis sorti vendredi soir pour rentrer ce matin. Mais toujours en jugeant l'exposition. Et donc, du coup, pour répondre à ta question, j'ai pas de moyenne à donner parce que, par exemple, les positions que j'ai acquises en avril, quand le VIX était sur les 62, je crois. Celle-là, je sais pas combien de temps je vais les garder. Là, je parle de mes finances personnelles. Là, je pense que je vais les garder jusqu'à janvier 2026 peut-être. Ça D'accord. va être un bon 8 mois. Euh, Par contre, il y a des positions. Et pourquoi janvier 2026? Est-ce qu'on peut faire un petit crochet vers cette information avant de poursuivre? Ouais. Pourquoi janvier 2026? Alors, vous savez, j'adore les statistiques, j'adore les cycles, je pense que vous l'avez compris. Euh, le S&P 500 fonctionne sous forme du cycle de 4 ans. 3 ans de marché haussier, 1 an de marché baissier. Vous pouvez remonter jusqu'à la Seconde Guerre mondiale. Après la Seconde Guerre mondiale, vous vous amusez à compter. 3 ans haussier, 1 an baissier. 3 ans haussier, 1 an baissier. 3 ans haussier, 1 an baissier. Là, dans le cycle actuel a commencé en 2023. Il va aller Ok. jusqu'en 2026. Donc 3 ans haussier, 1 an baissier. 2023-2026 haussier. 2026 à 2027 baissier. Peut-être que je me trompe, mais les statistiques disent ça. Et vu que je suis uniquement les statistiques, janvier 2026, et je vais alléger ma position de bien 50 à 80%. Facile. D'accord. Pendant un espace-temps de 1 an à peu près. Oui, jusqu'à octobre 2026, la date que j'ai. Ok. 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 Donc, voilà, encore une fois, ici, on est vraiment dans l'analyse fondamentale et la donnée de marché plutôt que sur des graphiques ou ce genre de choses. Là, il y a une petite chose que je regarde, je vois sur tes gains, en fait, en termes de jours, c'est que bah, finalement, le mercredi, il rapporte 24% de ton rendement sur 47, donc soit la moitié. Est-ce qu'il y a une raison à cela? Je veux dire, est-ce que tu trades plus le mercredi parce que éventuellement c'est un jour que tu as détecté comme étant un bon jour? Ou est-ce que c'est simplement bah, le fait que, bon, voilà, je dirais de manière entre guillemets aléatoire, c'est un jour qui est plus porteur? Ou alors c'est dû à ton plus d'activité de ta part? Alors, de mon point de vue, c'est aléatoire. Ok. Après, si la statistique montre que, parce que là, il y a quand même un écart assez flagrant, c'est Ouais, pas, quand même, hein. ouais. Vu que j'ai une exposition longue, faut croire que le S&P 500 euh, performe bien le mercredi. Niveau statistique, je pense qu'il y a une petite raison, c'est sans prendre une semaine. Le lundi, ça va ranger. Le mardi, on va commencer à anticiper les données de la semaine. Mercredi, on sera dans cette anticipation, ça va monter.
Jeudi, ça va peut-être stagner ou baisser un petit peu. Et après, le vendredi, on a toujours cette notion, vous savez, les traders qui, on va dire, FOMO, qui ont peur de manquer l'opportunité, qui vont tous acheter en masse le vendredi avant la fermeture. Ok, ok, ok. Ok, donc, ce qui est censé, hein, ce qui est censé, euh, et du coup, moi, ce qui est intéressant quand même, c'est que en étant tout le temps long, alors tu l'as un petit peu expliqué tout à l'heure, mais en étant tout le temps long, quand même, enfin, tu bats largement le marché en termes de performance, puisque tu as un drawdown qui est 2 à 3 fois inférieur au marché, avec une performance qui est 3 fois supérieure. Donc, il y a quand même, il y a quand même une certaine sélection soit des jours de trading ou des opportunités, parce que en réalité, tu as 90% de ton trading qui est sur S&P 500 et sur Nvidia. Donc, il y a quand même une certaine sélection de ta part, une certaine. Tu vois ce que je veux dire? Il y a quand même il y a quelque chose que tu fais pour battre l'intégralité des fonds en fait qui sont sur les mêmes actifs que toi. Donc, il y a quand même quelque chose qui te donne une supériorité à ta stratégie. Oui, Est-ce que ça, tu pourrais, est-ce que tu en as une idée déjà bien oui, précise et est-ce que tu pourrais le définir un petit peu? oui. Pour surperformer un actif, vous avez qu'une seule solution, c'est le timing. Alors, excuse-moi, je rajoute d'ailleurs que tu surperformes le marché avec le même niveau de risque, c'est-à-dire qu'à levier à risque et levier égal en réalité. Oui, D'accord? Donc ça, c'est important de le préciser, c'est que tu ne surperformes pas le marché en prenant plus de risques que le marché, parce que ça, c'est facile de faire 2 fois ce que fait le marché si tu prends un levier 2. Là, en l'occurrence, tu es sur le même niveau de risque avec ton Darwin que le marché S&P 500. Pourtant, tu fais 3 fois moins de drawdown et 3 fois plus de profit. Donc, excuse-moi, je te laisse développer sur cet aspect de quel est ton edge finalement face au marché. Est-ce que tu peux nous définir? Donc, tu as commencé déjà par le timing et donc je te laisse, excuse-moi, terminer ton développement. alors le timing, c'est vraiment pour moi hyper important. Là, je vais vous donner une clé que c'est des statistiques du 1 au 10. Allez-y, du 20 au 30, retirez-vous. Niveau probabilité, en termes de timing, il n'y a pas mieux. Et c'est la règle que j'applique tous les mois. Je sais que du 1 au 10, il va y avoir 2-3 nuits blanches. Par contre, du 20 au 30, il va y avoir 2-3 jours de détente. D'accord, d'accord, d'accord. Tu vois, j'ai bien fait de poser la question. Ok, 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 c'est intéressant. Et ça, c'est des statistiques, c'est des moyennes que tu as fait en étudiant ou enfin, comment tu as déterminé ça en fait? En étudiant, en remontant les années 80 et tous les mois, tu regardes. Et après, tu fais des statistiques. Ah, bizarrement, du 1 au 10, le marché il est bas. Ah, du 20 au 30, il est haut. Puis après, du 1 au 10, il est bas. Et en fait, il y a une certaine logique aussi par rapport à ça, c'est que quand vous regardez du 1 au 10, vous avez souvent les grosses annonces économiques. Les NFP, l'inflation, les PIB, les taux d'intérêt, c'est variable, mais il y a une récurrence de timing. Donc, c'est logique que si on dit il y a du NFP, il y a de l'inflation, il y a tout ce qui concerne la croissance et l'inflation, la politique monétaire, si ça sort récurrentement du 1 au 10, du 20 au 30, les marchés vont anticiper ça. Ils vont anticiper. Si c'est bon, dans le bon sens, même si c'est bon ou pas bon, ils vont baisser. Parce que il y a une incertitude, en fait. Du moment qu'il y a de l'incertitude, qu'on ne sait pas, ça baisse. C'est, plus on se rapproche de la date, qui est en début de mois, plus on va voir un range se former, consolidation se former, potentiellement un changement de tendance si c'est aussi se former, et boum, du 10, c'est parti.
D'accord, donc tu as plus d'exposition, en fait, généralement sur cette période du mois que sur le reste du mois, c'est ça? Si j'ai bien compris. Exactement. Ouais. Le 20 au 30, c'est très, très flat. J'ajouterais aussi que vous avez le troisième vendredi de chaque mois où on a les clôtures des contrats futurs. C'est-à-dire que sur le marché des options, des actions, des indices et du Bitcoin, Oui, il y a une échéance. il y a les échéances, voilà. Et les jeunes, en général, ils se retirent. Donc, bizarrement, ça tombe le troisième vendredi, proche du 20 au 30, vous voyez? En fait, c'est qu'on imbrique plein de choses. Je croyais pas faire le tour. Oui, généralement, on roll over les 2-3 semaines avant tu vois, sur les futurs. Mais en effet, si tu transposes des positions et que tu veux jouer, par exemple, il y en a beaucoup qui font des calendar spread, ce genre de choses. Tu vas laisser tes positions expirer. Et en effet, ça crée, et notamment sur les options, ça peut créer des mouvements, tu vois, un peu de volatilité, en effet. D'accord, ok. Eh bien, maintenant, si tu le veux bien, on va faire un petit tour un petit peu plus bien de la progression sur la plateforme, puisque, bon, bah, aujourd'hui, on est très honnêtement, on peut dire que tu es parti sur les chapeaux de roue, puisque on a un an de track record. Et c'est ça qui est intéressant de voir aussi, c'est que en réalité, c'est tout à fait réalisable de pouvoir démarrer une carrière intéressante en moins de temps qu'en fait, on le penserait initialement. Alors, on va pas dire qu'aujourd'hui, tu pourrais vivre de ton trading 100% via Darwinex, mais tu as commencé à poser les premières pierres à l'édifice, parce que tu as déjà ta première année de track record. Et sur ce Darwin, peut-être si tu le permets, on pourra parler du fait que tu as aussi d'autres comptes qui tournent, etc. Et de la stratégie que tu as adoptée par rapport aux allocations permanentes, etc. Mais en tout cas, sur ce Darwin en particulier, tu as déjà 380 000 euros sous gestion au total, en moins d'un an de track record, donc qui cumule les allocations permanentes. Pour ceux qui ne savent pas, les allocations permanentes, c'est en fait la possibilité d'acheter soi-même, pour résumer, hein, acheter soi-même son investisseur 200 000 pour sa stratégie de manière permanente. Et donc ici, tu as des allocations du programme d'allocation de capital, tu as cumulé ça avec une allocation permanente et eh bien, en moins d'un an déjà, tu as tes premiers investisseurs. Donc, c'est quand même, je dirais, un beau début de réussite. Et puisque, ben voilà, finalement, ça ne représente que, entre guillemets, un an de track record. Et donc, bah, c'est quand même vachement encourageant pour tous les traders qui pourraient nous regarder ici, de voir que bah, c'est réalisable de pouvoir vraiment démarrer quelque chose de sérieux et bien en l'espace d'un an depuis son premier trade en réalité. Et est-ce que toi, tu te souviens un petit peu, alors on a les datas ici, hein, mais on n'a pas les datas, par exemple, de quand est-ce que tu es passé sur Gold, la deuxième phase du programme d'allocation de capital. En fait, quel a été le cheminement, tu vois, ton cheminement petit à petit sur la plateforme jusqu'à arriver aujourd'hui bah, pratiquement à 10 millions sous gestion. Et alors, je ne sais pas en termes de revenus, peut-être qu'on pourra l'aborder juste après, mais on voit que tu as déjà 375 000 rien que du programme d'allocation de capital. Et tout ça, c'est fait de manière automatique via ta performance en réalité. Donc, est-ce que toi, tu as le souvenir, je dirais, déjà de ton ambition à la base et de comment tout ça, ça s'est goupillé petit à petit à travers l'évolution de ta performance? Alors, à la base, quand j'ai découvert et commencé Darwinex, la première chose que je me suis dit, c'est que c'est le même fonctionnement qu'un fonds d'investissement. Tu payé 15% à 85 ou 90, comme on pourrait voir chez d'autres entreprises, chez d'autres firmes. Et donc, je me suis dit direct, ça, c'est du long terme.
Ne compte pas sur ça là tout de suite pour dégager un revenu. Long terme, long terme. Tu construis ton track record et le but, c'est d'aller chercher des investisseurs. Des investisseurs, quand on peut voir que certaines personnes qui peuvent gérer entre 1 et 22 millions, je crois, de mémoire. Oui, même au plus haut, 38. Il y a eu des prises de 38, profit depuis, mais tu vois, c'est monté au plus haut jusqu'à 38 sur le meilleur Darwin. 38 millions. Allez, on va dire 10 millions pour faciliter les calculs. Vous prenez 10 millions, vous faites 1 ou 2% par mois. 10 millions. Ça fait 1%, ça fait 100 000. On va dire 1% pour rester humble et tranquille. 1%, ça fait 100 000. Vous prenez 15% de 100 000, faites le calcul. Vous prendrez beaucoup plus avec 1% en un mois de trading qu'avec je sais pas quel autre concurrent. Bah, de toute façon, le calcul est vite fait. Tu prends sur 10 millions, 10 millions gérés à 30% par an, tu prends 15% des profits, ça fait 450 000 dans ta poche. Et qui c'est qui vous les donne? Enfin, moi, du coup, ça a été mon raisonnement. Si bah, on va là jouer le long terme. Objectif numéro 1, être gold. Objectif numéro 2, ne surtout pas faire de bêtises pour conserver un beau track record et attirer un maximum d'investisseurs. Et après, comme sur les marchés, on laisse le temps faire. Exactement. Donc, ouais, c'est ça. En fait, toi, tu es rentré exactement avec la bonne vision, c'est-à-dire de vraiment construire une entreprise, en fait. Tu vois, au sens, pas au sens légal du terme, voilà, mais au sens d'entreprendre un projet que tu veux mener à bien sur le long terme. Et ben, finalement, c'est la vision qu'il faut adopter quand on se lance quand on se lance dans le trading de manière générale, en réalité. Mais plus encore, si on veut gérer des capitaux à grande échelle, des capitaux tiers à grande échelle et réellement vivre de son trading. Et d'ailleurs, ici, tu as vu, avec Darwin Zero, tu peux même le faire sans même avoir de capitaux propres. Donc, c'est ça qui est intéressant. Et donc, toi, tu es arrivé sur la deuxième phase Gold, finalement, si je regarde un peu ton track record, hein, je pense que tu es arrivé sur la phase Gold dès les 8 mois d'historique, en fait. Oui. En avril de mémoire. D'accord. Bah, si on fait août plus 8 mois, je crois qu'on n'est pas loin d'avril. Ouais. Peut-être 1 ou 2 mois de retard. D'accord. Donc, OK. Donc, ça fait deuxième phase Gold, 10 mois d'historique. Prochaine étape, eh bien, ça va être d'intégrer l'index Darwinex qui vient de sortir, comme tu sais, et qui intègre les stratégies les plus robustes de l'écosystème. Il va te falloir encore un petit peu de track record pour ce faire, mais je dirais que c'est l'objectif suivant pour pouvoir agréger de plus en plus de capitaux. Aujourd'hui, voilà, sur ce Darwin. Alors, tu as plusieurs comptes aussi. Toi, tu as opté pour une stratégie. Je ne sais pas si on peut en parler ou toi, tu as opté pour une stratégie qui est de faire plusieurs comptes et eh bien, de participer au programme d'allocation avec ces différents comptes et d'acheter une allocation permanente pour ces différents comptes. Si Oui. bien qu'aujourd'hui, finalement, ici sur ce Darwin CGUT, tu gères 380 214 euros via ce Darwin, mais en réalité, sur l'ensemble des comptes, je pense que tu ne dois pas être loin des 1 million en réalité. Est-ce Oui. que est-ce que tu peux nous dire combien à peu près? Alors en juillet, là j'ai mon Excel sous les yeux, je suis à 760 000. Voilà. Et d'après mes prévisions, pour août, ce sera 920 000. Septembre, 1 100 000. OK. OK. Donc là, on est quoi? Sur un an et demi après le début de ton track record, si on se projette sur ce que tu nous as donné comme chiffre, on est quoi? Un an et demi de track record, 1 million sous gestion et donc potentiellement, si on reprend nos calculs à 30% par an, ça te fait déjà du 45 000 à l'année
après un an et demi de track record finalement. Oui. Donc c'est quand même quelque chose d'intéressant. Mais évidemment, ce qui va là où ça va marcher, c'est si le trader, eh bien, il se dévoue réellement à son métier, à son activité, et c'est ça qui paye. Et on revient d'ailleurs sur la discussion du départ, c'est-à-dire la résistance, la longévité et sa capacité, eh bien, à fournir un travail régulier, etc. Et en termes de gestion du risque, est-ce que tu as des critères particuliers? C'est-à-dire, est-ce que tu t'exposes toujours avec le même montant notionnel, nominal sur le marché, ou est-ce que tu fonctionnes en termes de pourcentage de risque par trade, et donc tu vas adapter, tu vois, ton stop loss et ta taille de position en fonction du stop loss, machin? Est-ce que tu as une règle, certain systématisme, ou est-ce que c'est vraiment totalement discrétionnaire, à la fois en termes d'opportunités sur le marché, tes triggers, est-ce que tu déclenches avec des stop loss, des take profit, tu vois, tu sais, avec un certain systématisme, ou est-ce que c'est totalement discrétionnaire? Et est-ce que pour le money management, c'est pareil? Est-ce que tu te laisses des marges de manœuvre, ou est-ce que tu as quelque chose de très fixé quand tu rentres et que tu sors sur le marché? Alors moi, c'est, en termes de gestion du risque, je ne travaille pas avec d'effet de levier, sans effet de levier. Un, parce que je suis pas à l'aise, ça me parle pas. Je joue toujours le temps. 2, bah, je sais pas faire. 3, je préfère garder, on va dire, cette option levier si on a un gros crash. En avril, j'ai vu que si on se remet dans le contexte, on savait pas trop, on rentrait en période de récession, moins 22% le S&P, donc il y avait beaucoup d'incertitudes. J'ai été doucement. Je suis rentré progressivement, j'ai attendu un retournement de tendance, on va y venir, pour rentrer. Mais voilà, je préfère garder le levier en cas où si je fais une erreur. Parce qu'un levier, c'est ni plus ni moins que vous empruntez de l'argent sur les marchés. Donc si on part de ce principe-là, moi j'ai pas la dette et j'aime pas la dette, j'aime pas le fonctionnement de la dette. Si je dois emprunter de l'argent au marché, c'est qu'il faut que je sois sûr de mon coup. À 100%. Enfin, on peut pas être sûr à 100%, mais à 90%. Avec toutes les statistiques qui est à côté. Donc, pas d'effet de levier et, et je ne vais jamais contre la tendance. D'accord. Donc ça, c'est 2 éléments qui sont importants à relever, notamment pour les traders qui démarrent de manière générale, et d'autant plus sur Darwin X Zero s'ils veulent chercher des allocations et des capitaux d'investisseurs. C'est pas de levier, et quel était le deuxième? Ne pas aller contre la tendance, en effet. Donc ça, c'est deux éléments. Pour toi, c'est 2 éléments qui sont fondamentaux, en fait, à ta stratégie. C'est impossible d'aller contre ces règles. D'accord, d'accord. Et donc, alors comment tu définis, je dirais, les fois où tu te dis, bon, bah, finalement, ce trade-là, il n'est pas bon. Alors, je sais que là, tu es sur une assez bonne phase, puisque tu as pratiquement 90% de trades gagnants, donc tu n'as pas encore vraiment subi de revers, mais tu as quand même 10% de tes trades, 12% de tes trades qui sont perdants. Et donc, comment tu définis ces sorties-là, bah, pour finalement avoir un track record qui est quand même assez bien lissé, même si évidemment il y a des up and down, comme ce qui est logique. Mais comment tu définis cette perte, puisque finalement tous tes trades ils sont sur le même niveau de levier, plus ou moins. Qu'est-ce qui te fait d'une part prendre ta perte et d'autre part prendre tes profits? Quel est est-ce que c'est une logique vraiment de marché, ou est-ce que c'est une logique de montant de perte ou de montant de gain? Tu vois?
OK. Non, ouais, c'est une logique de marché. Moi, je fonctionne, toujours en pourcentage. Je n'aurai pas le montant, sur MetaTrader, par exemple. Ça m'intéresse pas. Moi, je regarde en pourcentage. Pour prendre une perte, je me dis toujours: «Bon, OK, imaginons, je suis en perte de 1 par exemple». Je regarde toujours si sur, un autre instrument, il y a plus de gains à faire qui pourraient combler ma perte et potentiellement m'offrir des gains. Donc, je pense que les 10 de trade perdants, c'est si je dis pas de conneries, en février, j'étais exposé à MicroStrategy et ce jour-là, j'ai préféré, Dieu merci, j'ai préféré prendre ma perte. J'ai 2-3 trades, j'ai dit: «Non, non, 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 je prends ma perte. Ça sent pas bon, beaucoup d'incertitudes, je prends ma perte». Il y a aussi un aspect, on va dire, fondamental. On en revient toujours au Oui, parce que là, finalement, tu as pris ta perte, c'était pas à cause de combien tu perdais ou à cause de, on a touché tel prix et donc je sors du marché, ça invalide mon scénario. Là, tu es sorti pour des raisons, plutôt plus discrétionnaires en réalité. oui, oui, oui. C'est, pour les pertes après, enfin, sans vouloir faire, le prétentieux ou l'arrogant, c'était pas ma dernière perte quoi, c'était en février quoi et j'avais accepté quand je suis rentré sur MicroStrategy, j'avais accepté au préalable que c'est hyper volatile, c'est hyper risqué, c'est un bitcoin sous testostérone. Heu, voilà, tu sais avec quoi tu joues, quoi. Donc si ça se passe pas comme prévu, vaut mieux limiter la casse que tu vois? Donc mais après sur les S&P 500 et sur Nvidia, par exemple, on va passer au gain. Pour être honnête, les trades de MicroStrategy, je ne reprendrai plus jamais avec ce compte. Ça ne j'étais dans une phase un peu où je voulais, jouer, mais là, je veux pas jouer. Donc ça se repassera pas sur ce compte. Ma perte en S&P 500 et Nvidia, ah, je n'ai pas eu. Donc on va passer au gain. Qu'est-ce qui me fait prendre le profit? On l'a un peu évoqué, c'est le timing, du 20 au 30. Et en plus, ça coordonne parfaitement avec le fonctionnement de Darwinex, ma stratégie. C'est-à-dire que le 30 du mois, il faut avoir bloqué de la perf parce que, je vous dis une bêtise, si vous arrivez, vous êtes le 28 du mois, vous êtes à 2-3 de performance et le 30, bam, ça tombe. Mmh. Et ben, conséquence Ce qui m'a numéro 1. ce qui m'arrive régulièrement, sur ma stratégie, hein, d'ailleurs, puisque comme tu le sais, moi, je suis exposé 100 du temps, je vends pas mes positions, en tout cas pas à court terme et ça m'arrive régulièrement, d'ailleurs. Tu vois? Ouais, du coup, les conséquences, c'est vous perdez potentiellement en revenu, même vous perdez un revenu, c'est sûr. Et la deuxième chose, enfin, il y a 3. La deuxième chose, c'est vous perdez potentiellement une allocation. Parce qu'imaginons vous avez, 77 de notes et dû au fait qu'il y a eu, cette perte le 30, boum, vous tombez à 74, vous perdez une allocation, donc des revenus futurs, c'est des revenus futurs. Et 3, en termes de track record, si vous voulez proposer aux investisseurs un bon track record, il faut, les mecs, qui veulent, avant de gagner, ne pas perdre. Donc Ça, c'est très important de le préciser, en effet. montrer que, quand ça baisse, vous êtes pas là et quand ça monte, vous êtes là. Sur tout ce qu'ils veulent savoir, tout ce qu'ils veulent voir. Donc Oui, pour parce ça, que sur ta stratégie, en fait, comme on l'a abordé, en fait, tu es tout le temps long, 90 du temps, mais ta corrélation au marché sous-jacent, elle est très, très faible. Ça, c'est ça qu'il faut noter, quand même que alors bon, je pense que vous l'avez compris à travers la vidéo, mais je le répète, c'est que quand même, tu as une stratégie qui est quasiment tout le temps longue, mais ta corrélation au sous-jacent, qui sont principalement S&P 500 et Nvidia, en tout cas sur la période donnée, sur la période passée, en fait, elle est très, très extrêmement faible.
Donc, OK, OK, et alors, donc si je comprends bien, en fait, tu vas plutôt rentrer en position, dans le début du mois et je dirais à partir du milieu de mois, hein, pour faire simple, à partir du milieu de mois, tu vas plutôt chercher à déboucler des positions en réalité, c'est ça? Oui, exactement, OK, OK. exactement. Et j'ajouterais aussi les saisonnalités mensuelles, très important. Vous savez Est-ce que que tu août, c'est que peux c'est développer? ouais, c'est, saisonnalité mensuelle, on va prendre une période de 20 ans, par exemple, parce que, heu, beaucoup plus cohérent, et ben, vous faites heu, une moyenne du rendement mensuel, sur l'actif sous-jacent. Exemple, au mois de juillet, sur 20 ans, combien a fait le S&P 500? De mémoire, c'est 2. Et ben, vous avez, on va dire, un objectif vague. C'est-à-dire que si vous atteignez 2 en perf, vous dites: «Si je vais chercher au-dessus, je suis au-dessus de la moyenne sur 20 ans. Donc à tes risques et périls». Ça peut être intéressant de prendre des profits à ce moment-là, en fait. Exactement. Sécurise et à la limite, après regarde le contexte, géopolitique, comment ça se passe et cetera, et tu fais tu embriques tout ça, en fait. C'est pas juste une chose, c'est un ensemble de choses. Et oui, la saisonnalité mensuelle est très importante, très, très, très importante de mon point de vue. On voit que le mois de juillet, bah, là, je suis à 1 de mémoire ou un peu moins. J'ai pas atteint mon objectif encore. Donc, on est le 14 du mois, par exemple, je reste sur le marché. Puis il y a rien, même s'il y a eu 2-3, oui, je suis sorti vendredi parce que tout le monde gagnait de l'argent, simplement. Là, je suis rentré ce matin, mais je sais qu'en termes de probabilité, le marché peut aller chercher plus haut. Donc je vais rester jusqu'à mes 2, la moyenne, de ce mois-ci sur 20 ans. Voilà. Toujours des statistiques. Analyse technique, 1 à 5 du taf, et probabilité statistique et fondamentale et géopolitique et politique monétaire et politique aussi fiscale, ça peut jouer si on augmente ou baisse les impôts. Bien sûr. Conflits, les conflits, qu'est-ce que je regarde d'autre? Comment on pourrait dire? Interconnectivité, je pense qu'on pourrait dire comme ça. C'est le fait de, vous savez, dans les marchés, les gros acteurs, qui sont des fonds de pension, pas des petits poissons comme nous, eux, ils cherchent du rendement. Ils cherchent du rendement et ne pas prendre de perte d'abord et du rendement. Donc, vous pouvez détecter certains arbitrages à faire. Je vous en donne un qui est pour moi, que je maîtrise. Or, S&P 500. L'or, valeur refuge, réserve de valeur, S&P 500, valeur d'efficacité, création de valeur. Donc, quand personne n'a peur, le S&P 500 monte, l'or stagne ou baisse. Par contre, quand tout le monde a peur, c'est l'inverse. Oui, c'est la notion de risk on, risk off, Exact. qui parfois, d'ailleurs, sur des périodes, heu, plus, des périodes évidemment à l'échelle de plusieurs dizaines d'années, à l'échelle des marchés, on va dire des périodes courtes, sont parfois remises en question. D'ailleurs, parce que, tu peux sur des périodes, tu peux avoir, les marchés, boursiers et l'or, qui montent, tu vois? Oui, oui, oui. Ça arrive, assez régulièrement, sur une période donnée, 3 mois, tu vois? Généralement, c'est des petites périodes comme ça de 3, 4, 5 mois, où finalement, bah, tous les actifs, heu, tous les actifs, que ce soit les bons, les alors particulièrement, alors c'est un mauvais exemple parce qu'à cette période-là, l'or, il montait pas, mais par exemple dans le quantitative easing, en fait, tu avais à la fois les bons et à la fois le S&P qui montait, tu vois? Les concerts, parce qu'il fallait stocker du cash, fallait investir du cash mais parfois, ça se joue aussi avec le gold. Le gold, des fois, il monte en même temps que le S&P 500.
sur des périodes courtes. Là, j'ai Mais, pas mais en effet, c'est une notion importante. C'est une notion importante, cette notion de risk on, risk off, notamment actif, ce qu'on appelle actif risqué, actif refuge. Tu vois? Et très important. ouais. Très, très, très important. Là, et j'ai pas le graphique sous les yeux qui indique la statistique, mais l'or suit le S&P 500 dividende réinvesti. Si vous prenez sur un siècle, l'or performe exactement pareil que le S&P 500. Pourquoi? J'ai pas la réponse, mais donc si on sait qu'à long terme, l'or suit le S&P 500, mais vraiment, c'est flagrant, et qu'à court terme, vous avez un S&P 500 qui est en train de monter au ciel et l'or qui est en train de descendre comme il faut, à court terme, hein, c'est pas vraiment à court terme, un petit ajustement, un petit hedge, hop, on vend du S&P 500, on achète de l'or et hop, on peut jouer. Oui, bah, c'est pour ça que parmi les ratios qu'on regarde, c'est le ratio Gold S&P. Tu vois? C'est un indicateur que pas mal de traders regardent, c'est le ratio Gold S&P. Donc, et en effet, euh, si parce qu'en fait, les cyclicités sont différentes, mais à très très long terme, comme tu dis, en fait, les deux ils montent en fait. Donc après, c'est juste des arbitrages sur des périodes de plus court terme. Mais après là, on va pas rentrer trop dans de ce genre de parce que sinon l'interview elle va durer 8 heures. Donc, on, on va pas rentrer trop dans ce genre de détails, mais bah, écoute, en tout cas, Guillaume, je pense qu'on a fait le tour. Je sais pas si est-ce que tu as des choses que toi tu voudrais rajouter, qu'on aurait omis, lors de cette première interview? Et bah, sinon, moi, je te laisse le mot de la fin. Est-ce que, donc, dis-moi s'il y a des choses que tu voudrais rajouter. Et sinon, eh bien, si tu as rien à rajouter, eh bien, est-ce que tu pourrais donner un conseil, malgré qu'on en a quand même déjà donné pas mal au cours des différents sujets qu'on a abordés, mais un conseil aux traders qui nous regardent, qui voudraient démarrer et faire de leur trading, eh bien, un réel métier à travers le temps, euh, voilà, ou tout simple, ou alors des conseils opérationnels par rapport au levier, l'exposition, peu importe. Mais est-ce que tu aurais un mot pour finir qui serait profitable à l'ensemble de la communauté? Voilà. Et je te laisse finir là-dessus. Ouais. Alors, on va totalement s'écarter du domaine du trading. On va se rapprocher de l'humain. De mon point de vue, pour gagner sur les marchés financiers, vous devez surtout pas être cupide et gourmand. Parallèle, pas d'effet de levier. En secondo, dans un second plan, putain, je commence à ressouffler. La discipline. Il faut être hyper discipliné. Comment vous pouvez acquérir de la discipline? Faites du sport. Énormément de sport. Pas tous les jours, mais vous dites 2 fois par semaine, sport. Et vous vous y tenez. D'ailleurs, d'ailleurs, s'y tenir, c'est surtout, en fait, je pense que le vrai conseil, c'est ça, c'est s'y tenir, tu vois? Exactement. Ça aussi, ça vous apportera de la discipline dans votre exécution de trading, votre plan. Vous définissez un plan, vous en écartez pas. C'est hyper important. Ne pas aller à l'aventure. Euh, pas de cupidité, pas de gourmandise, beaucoup de discipline. Et surtout, le plus important, beaucoup de passion. Il faut vous intéresser, mais il faut que ça soyez intègre à 100% dans ce métier. Parce que fructifier un capital, si on prend dans un fonds d'investissement, un trader, nous, les traders particuliers, on fait le métier de 4 personnes au sein d'un fonds d'investissement. Donc, vous devez travailler énormément, vous intéresser à énormément de choses tous les jours
essayez d'apprendre quelque chose par vous-même, par des sources, etc. Toujours apprendre, 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 être passionné là-dessus. Plus vous allez dans une optique de passion, discipline et vision long terme, pas de cupidité, et plus le temps il va être avec vous et ça va rouler pour vous. C'est moi ce que je vois en tout cas autour de moi, les gens qui n'y arrivent pas, c'est qu'ils cherchent trop de gains, Mmh. donc ils sont Trop gourmands bien, trop rapidement. trop rapidement. Un plan écrit sur un bout de papier mais pas respecté. Et je dirais aussi, une notion importante, prenez soin de vous. Ça paraît tout con, mais c'est très difficile à faire. Prenez soin de vous, respectez votre temps, respectez votre santé et, et ayez une vision très long terme. Très, 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 très long terme. C'est le plus important. Ce qui se passe, ce que vous gagnez aujourd'hui, c'est le fruit de votre travail d'il y a 1 an, 2 ans. Exactement, exactement, exactement. Ça, c'est très bien dit. Voilà. Je connais pas, là, si on parle de autre chose que du trading, je ne connais pas un entrepreneur qui gagne de l'argent à l'instant T. Il bosse et récupère un bilan société, ça se fait à la fin de l'année. Bien sûr. Quand quand tu plantes un arbre, il faut pas t'attendre à manger des poires demain matin. Exactement. Donc, tu récoltes les fruits quand ils sont mûrs. Et, Exactement. en fait, c'est comme ça que tout fonctionne en réalité. Mais dans le trading, on a souvent tendance à penser qu'il y a des raccourcis, que ça peut être magique, alors qu'en réalité, le fonctionnement, il est le même que dans toute entreprise. Et encore une fois, pas au sens légal, mais au sens de vision. Heu, eh bien, tu plantes, tu arroses et puis, après tu récoltes les fruits et il y a un cheminement de construction, qu'il faut mettre en place et c'est seulement une fois cela fait avec rigueur, patience, tu vois? Heu et bien que tu vas pouvoir récolter les fruits, parce qu'en effet, si tu au bout de 3 jours, tu es saoulé d'aller arroser ton arbre ou je ne sais quoi, bon, bah, finalement, des poires, tu en mangeras jamais, tu vois? Et ben, en fait, c'est ça et franchement, c'est bien d'avoir assisté là-dessus parce que, je pense que c'est cette vision qui manque, ah ben, en fait, à la majorité des traders qui débutent et qui pensent qu'ils peuvent devenir riches du jour au lendemain, même s'il y a des exceptions, ça peut arriver, tu as un coup de bol, machin. Moi, je connais des personnes qui ont mis, beaucoup d'argent, voire qui ont même emprunté, voire qui ont même vendu leur maison, heu, pour investir sur le bitcoin. Ils y ont cru, ça a monté, ils sont devenus, millionnaires, multimillionnaires, mais, tu vois? Ça, c'est pas c'est on est dans un autre paradigme, tu vois? Là, c'est un autre prisme. Quand on construit quelque chose de sérieux sur la durée, sur le long terme, eh bien, évidemment, il faut travailler et les résultats, avec rigueur et patience, ils arrivent. Mais comme tu l'as si bien dit, eh bien, il faut travailler sur le long terme, et cetera et pas lâcher l'affaire, résister aux crises, résister aux drawdowns, résister à ses propres diables, tu vois ce que je veux dire? Et voilà. OK. Eh bien, Superbe. écoute, Et je finirai juste sur ça. vas-y, je t'en prie. Votre capital et votre outil de travail, respectez-le. Donc si, vous faites du levier, posez-vous une question: «Est-ce que je respecte mon capital? Est-ce que je respecte mon outil de travail?» Deuxième chose, votre seul objectif dans le monde du trading, de l'investissement, c'est d'avoir plus de capital. C'est l la c'est le hyper important. Beaucoup de traders, voilà, essayent de gagner de l'argent, très court terme, bim, ça hop, je prends un trade, stop loss à 10 pips, bam, boum, bim. Non, non. Là, tu respectes pas ton capital, tu respectes pas ton outil de travail. 2,
Tu vas me faire croire à moi que si tu gères 10 millions, tu vas gérer les 10 millions avec ça? Tu vas poser 1% de 10 millions avec un stop loss à 10 pips? Non, tu me l'as fait pas avant en tout cas. Enfin, Bon, alors là, après, il y a d'autres problèmes. C'est-à-dire que déjà, tu auras un problème de scalabilité, puisque à un moment donné, en fait, si ton capital est trop gros, tu vas pas pouvoir exécuter des trades comme ça. Tu vas très vite rencontrer un problème de liquidité qui va faire que ta stratégie sera plus finalement tellement gagnante. Et comme tu le dis très bien, il y a une échelle, tu vois, où tu peux plus appliquer ce type de stratégie, en effet. est-ce que tu disais les personnes que tu connais qui ont vendu leur maison pour acheter dans Bitcoin et aujourd'hui sont multimillionnaires, demande-leur Oh, encore les personnes, c'est pas non plus 100 000 personnes, hein, parce que ouais, ça se sent. quelques personnes. Et ces personnes-là, tu leur demandes aujourd'hui, vas-y, refais-le. Ils vont dire non. Ouais, Ils vont dire non. je suis ouais. Si tu Là, leur là, je- demandais alors si tu leur demandais: «Est-ce que tu referais la même chose que tu as fait par le passé?» Ils diraient sûrement oui, mais si tu leur demandais de réinvestir tout ce qu'ils ont gagné aujourd'hui et de refaire la même chose, là, non. On se non. la réponse est niet. Au début, j'avais rien à perdre. Aujourd'hui, j'ai trop à perdre. Exactement, exactement. Et d'ailleurs, c'est ça, on revient sur la notion de, voilà, quand on gère le capital des investisseurs, il faut bien comprendre que la priorité pour un investisseur, comme on l'a répété et tu l'as très bien dit, c'est de ne pas perdre en tout cas, de risquer d'en perdre le moins possible et ensuite d'en gagner, mais pas l'inverse. Exactement. Exactement. Je pense qu'avec tout ce qui a été dit durant cette... Oula, ça fait une bonne heure et demie. Ouais. Normalement, entre ce qu'a dit Nicolas et ce que je vous ai raconté, il y a eu des conneries, mais pas que. Normalement, vous avez tout ce qu'il vous faut dans cette vidéo pour gérer vos finances personnelles proprement, les multiplier proprement et gérer un Darwinex proprement. Un Darwin proprement. OK. Eh bien, écoute, mon cher Guillaume, je te remercie une nouvelle fois de m'avoir accordé ton temps pour cette interview et en ce jour férié d'ailleurs du 14 juillet et eh bien, on se voit sur le Discord comme d'habitude et encore une fois, merci, de nous faire partager ton expérience et on n'hésitera pas au fur et à mesure, eh bien, de, ta progression, de refaire une interview peut-être en live, peut-être sur le Discord, peut-être, on verra, mais, de suivre tout ça de près et sur ce, eh bien, je te souhaite une excellente journée et je te dis à très bientôt sur le Discord et bien, pareillement également à tous nos viewers sur YouTube. Une très bonne journée à vous et à bientôt. Merci encore, Guillaume. Merci à toi, Nicolas. Très bonne journée. Salut.